Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Plateau, numéro spécial aujourd'hui. On va parler cyclisme, belge en particulier et pour ce faire, eh bien, j'accueille comme à chaque numéro Alexis et Damien. Salut les gars! Salut, Bonjour. salut. Mais nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour un numéro exceptionnel, un invité exceptionnel, Rodrigo Benkens. Bonjour Rodrigo. Bonjour, écoutez, je vous préviens d'entrée, je suis meilleur sur le grand que sur le petit plateau, hein. Ah ben voilà. Alors Rodrigo, évidemment, on ne vous présente plus, hein. Je pense que tous les fans de vélo, qu'ils soient belges ou même de la francophonie, vous connaissent votre voix. Mais moi, je me suis posé quand même une question. Depuis combien de temps suivez-vous le cyclisme pour la RTBF? Alors tout a commencé en fait, au mois de février 1988 quand, mon grand patron à l'époque, Marc Geniot, m'a convoqué dans son bureau. J'étais encore étudiant, je devais encore finir mon mémoire et je devais encore faire mon service militaire à l'époque. Ça, vous les jeunes, vous savez pas ce que c'est. Mais bon, ça fait quand même un an, soyons clairs, à perdre son temps. Donc moi, quand Marc Geniot m'a dit: «Écoute, voilà, j'ai beaucoup apprécié tes examens», parce que j'avais passé 3 ou 4 examens en étant encore étudiant en journalisme, mais il m'avait dit: «Je te veux dans mon équipe, mais j'ai un problème, c'est que d'abord, je ne peux pas t'engager avant novembre 89, parce que tu dois finir tes études et faire ton service militaire. Et ensuite, parce que, écoute, je sais que tu es un passionné de football, je sais que tu adores le football, j'ai bien compris que tu connaissais le football, mais j'ai pas de place pour toi pour le football. Si, mais comme pigiste. En revanche, tu m'as bluffé sur le cyclisme et j'ai besoin d'un gars qui aime le cyclisme, qui parle des langues étrangères, parce qu'à l'époque, on était à une période où, dans le cyclisme belge, avec des Van Hooijdonk, des Van der Rade, il n'y en avait pas un seul qui parlait le français pratiquement, à part, je crois, Claude Criquillon qui était en fin de carrière. Et, la plupart des Belges s'exprimaient exclusivement en flamand. Il dit: tu es vraiment le profil que je veux, donc clairement, je vais être clair, ou tu restes dans le football et tu travailleras à la pige, ou tu dis je fonce dans le vélo et tu as un contrat le soir même de ta démob. Alors évidemment, quand on est jeune et qu'on vous dit ça, ben voilà, j'étais un passionné de cyclisme comme de tous les sports, mais je le connaissais moins parce que pour différentes raisons, familiales, etc. Ma maman était portugaise, je passais systématiquement mon mois de juillet au Portugal. En fait, le premier Tour de France que j'ai vu, j'en ai entendu à la radio, mais que j'ai vu dans ma vie, c'est le premier que j'ai commenté. Donc c'est un vrai paradoxe. Donc j'ai dû quand même beaucoup m'accrocher, succéder à une véritable légende, la seule voix du cyclisme en télévision en Belgique francophone qui était Théo Maty, qui était véritablement un poids de culture, un puits de culture qui connaissait absolument tout. Donc la succession n'était vraiment pas simple. J'ai dû trouver mon style. J'ai dû apprendre d'abord à reconnaître les coureurs, à connaître les courses, à connaître le milieu. Donc les premières années ont quand même été pas faciles. Et ma grande chance, c'est ce que je me dis aujourd'hui, Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que je crois que je m'en serais pris plein la tronche, vraiment. D'accord. Mais enfin, ça fait donc 35 ans que vous développez quelque part, bah, une expertise aujourd'hui sur le domaine, une expertise que vous mettez aujourd'hui au service d'un livre, un livre qui, paraît, chez Kennes, un livre intitulé Wout, Remco Co. Qu'est-ce qu'on trouve finalement dans cet ouvrage? Alors, si je vous dis tout, évidemment, bah, je ne vais pas donner envie de l'acheter. Il y a beaucoup de manières de le présenter. Moi, j'aime bien dire, à partir de cette phrase, vivons le présent, comprenons le passé et réjouissons-nous du futur. Et peut-être que ça, c'est un peu le corps de ce livre. C'est-à-dire que je trace chronologiquement en partant de la première course sur route en Belgique, le Nieuwsblad, jusqu'au championnat du monde, donc depuis la victoire de Wout jusqu'au titre de Remco. C'est plus court. On dirait pourquoi ce côté très familier, parce que Van Aert et Evenepoel, c'est plus long sur un livre, et Evenepoel n'aurait pas rimé avec Enco. Mais donc il faut penser à tout ça. Et donc, pendant toute l'année, chapitre par chapitre, j'analyse une saison exceptionnelle pour le cyclisme belge, qu'on n'en avait plus depuis très longtemps. Ça, on ne le savait pas quand on a commencé le livre, évidemment. Et en fait, je fais chaque fois des références au passé pour mieux comprendre, que ce soit le passé de certains coureurs, que ce soit le passé des courses aussi.
comment la course de la panne a commencé en étant 3 jours, qui en fait n'était pas 3 jours, était plus que ça, etc. Alors quand vous dites à votre épouse, écoute, je pars pour les 3 jours de la panne et que vous partez 6 jours, elle ne vous croit pas. Il faut lui expliquer. Enfin, tout ça, il y a des anecdotes assez amusantes de la course, de mon propre vécu. Et alors, évidemment, il y a une projection vers le futur en disant, oui, mais attention. Alors, on a mis des règles derrière les deux vraies locomotives que sont Van Aert et Evenepoel. Ben, on a mis une règle qui fait qu'on a pris tous les coureurs qui, au 1er janvier 2023, donc au début de l'année en cours, avaient 25 ans ou moins. Donc on a des gars comme un De Wulf ou Van Hoek ou des gars comme ça qui étaient juste au-delà. Donc à un moment donné, ben oui, c'est comme quand on roule sur autoroute, pourquoi 120, pourquoi pas 125, et puis pourquoi pas 100. Ouais, voilà, on a choisi cela en n'allant pas non plus trop tôt. Je pense que le plus jeune que j'ai pris, c'est William Junior Le Serre, ce jeune grimpeur francophone très prometteur. Par exemple, je n'ai pas pris le fils de Rick Verbrugge ou Vlad van Mechelen, qui nous a fait une médaille au championnat du monde, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin non plus. Donc voilà, il a fallu faire des choix. Et donc moi, je me suis dit, mais voilà, qui sont ces jeunes-là? Dans quel registre peut-on les attendre? Et dans combien de temps? Voilà, c'est pas mal, parce que je pense quand même qu'il y a 4-5 ans, mon livre aurait fait beaucoup moins de pages. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que vous abordez, dans ce livre une foule de profils de coureurs qu'on a l'habitude, désormais de voir, non seulement dans le peloton, mais truster aussi, les places d'honneur, voir les succès. 2002, vous l'avez dit, une année assez exceptionnelle pour le cyclisme belge. 22, hein? Hem 2022, pardon, Ouais. 2022, une année effectivement assez exceptionnelle pour le cyclisme belge. Ici, on est en 2023, on vient de refermer le chapitre des classiques printanières. Peut-être juste en 2 mots, quel est le bilan que vous auriez envie de tirer de cette génération dont vous parlez dans le livre pour, ces classiques en 2023? Mais d'abord, c'est trop tôt, hein, mais pour tirer évidemment un bilan de l'année. Mais à Mmh. partir du printemps, on peut comparer. Je pense qu'il n'y a pas un des jeunes dont on a parlé qui a déçu. Euh, un gars comme Maury Van Sevenant, malheureusement, ben voilà, j'attendais beaucoup de lui, j'attends encore beaucoup de lui, mais bon, il a été blessé lors Mmh. de la première phase dans laquelle il devait briller, les classiques dites, que je préfère appeler wallonne-cardonnaise, puisque l'Ardenne belge est au singulier, mais on ne va pas rentrer dans des débats de langage. Non, si je compare, mais je me dis, si on commence au Nieuwsblad et qu'on termine à Liège-Bastogne-Liège, il y a là 15 courses où les Belges ont-ils été moins bons sur le Nieuwsblad, de Lee deuxième alors que Van Aert avait gagné l'année d'avant. Mais le plateau était quand même plus solide, hein, l'année dernière. Face à ce Van Aert-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Où a-t-on été moins bon sur la flèche Brabançonne, où Evenepoel avait été sixième et ici Delis est septième, donc on chipote. Sur l'Amstel Gold Race, où Benoît avait fait un podium, et ici c'est Van Gils qui est septième. Van Gils, un jeune dont on parle encore, ce qui va dans ce sens-là. Et puis sur la Flèche Wallonne, où Teuns avait gagné, et ici les Belges font une septième et une huitième place. Tout le reste, c'est aussi bien au Grand Prix de l'E3 et à Liège-Bastogne-Liège. Peut-être difficile de faire mieux, du moment où on avait gagné. Et c'est mieux dans toutes les autres courses. Euh, avec paradoxalement la grande course dans laquelle les Belges sont les moins performants, celle dans laquelle les Belges l'étaient le plus il n'y a pas encore si longtemps, c'est Paris-Roubaix. Mais justement, c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est la course peut-être pour, on va dire le leader de cette nouvelle génération, Wout van Aert. Ça tombe bien, dans le petit plateau, on a un fan de Wout van Aert, un fan qui se pose des questions sur Wout van Aert, Alexis. Tout à fait, comme tu l'as dit, Romain, le chef de file de notre délégation, c'est sans doute Wout van Aert. Et pour l'introduire, j'aimerais moi aussi faire un petit retour en arrière. Rodrigo, on est le 23 septembre 2012. Vous avez, lors de l'une de vos envolées les plus célèbres, en tout cas celle qui m'a le plus marqué, moi, vous avez dit, il a pris conscience de sa pure potentialité. Alors, vous parliez à l'époque de Philippe Gilbert. Ah oui, 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 oui. Lors de son sacre à Valkenburg, il a pris conscience de sa pure potentialité. Et cette phrase, ce n'est peut-être pas anodin, vous l'utilisez également dans votre livre en parlant de Wout van Aert. Vous dites, il a pris conscience de sa pure potentialité lors du Dauphiné 2019, quand il bat Sam Bennett au sprint et Tom Dumoulin en chrono. Donc là, on peut sous-entendre qu'il a pris conscience de son extrême polyvalence.
qui met à profit depuis maintenant plusieurs années, dont on peut se rendre compte. Mais quand on voit le bilan de sa saison 2023, mais aussi de sa carrière, il y a un paradoxe, Wout van Aert. C'est-à-dire que c'est un coureur bon partout, qui a énormément gagné des belles courses et qui a marqué des esprits, mais dont la carrière est quand même entachée d'une déception constante sur les monuments flandriens. Donc ma question pour vous, Rodrigo, est la suivante. Est-ce qu'on doit regretter qu'il ait exploité à 100% sa polyvalence, notamment en montagne ou en chrono, peut-être au détriment des monuments, ou bien justement, il faut se réjouir de sa polyvalence? Bon, la première chose que je dois dire, c'est qu'il faut quand même que je me renouvelle un peu au niveau je dois trouver quelques synonymes pour ne pas, pour ne pas me répéter, même à 10 ans d'intervalle. Euh, Merci de mettre le doigt là-dessus. Non, non, mais je pense que le débat Van Aert, il est fantastique. Il est toujours là, toujours là, toujours là, toujours si près. C'est un garçon aussi qui, dans des moments cruciaux, n'a pas eu de chance, Mhm. je trouve. Euh, Maintenant, il y a des éléments dont on doit tenir compte. Le meilleur printemps de la carrière de Van Aert, c'était pas un printemps, c'était un été. C'est vrai. Est-ce que, même s'il réduit un peu la voilure sur le cyclocross, est-ce qu'il doit continuer à faire ça pour atteindre ses objectifs? Alors que l'année prochaine, il aura 29 ans. On a l'impression qu'il essaye chaque année quelque chose de neuf. Je ne fais pas les championnats du monde, puis je les fais, je parle du cyclocross. Je dispute les championnats de Belgique, puis je ne les dispute pas, je parle toujours du cyclocross. Je fais le Nice-Black, puis je ne le fais pas, je fais l'Estradé, puis je ne les fais plus. Il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. Il essaye, il essaye. Je reste convaincu qu'il aurait été pratiquement maintenant intouchable sur le Tour des Flandres 2022. Dire qu'il aurait battu Pogacar et Van der Poel, je ne sais pas, mais il aurait certainement été avec eux. Alors, il lui manque toujours un petit quelque chose, c'est vrai. J'ai l'impression, mais de toute façon, c'est un sentiment, et qui suis-je pour affirmer cela, mais qu'il y a quand même une grosse différence. Je suis désolé, quand Pogacar débarque sur le Tour des Flandres, sur l'Amstel Gold Race ou sur Liège-Bastogne-Liège, il y a un leader. C'est Mhm. tous pour un, même à Milan-San Remo, c'est pour Pogacar. Et toute l'équipe roule pour Pogacar. Et à part Almeida et Ayuso, mais parce qu'il est blessé, on ne va pas chercher les seconds couteaux. Hein. On va lui mettre une équipe la plus solide possible qui lui va bien. Pour Mathieu Van Der Poel, de temps en temps, très intelligemment, le mercredi avant Paris-Roubaix, il prend le départ de l'Escaut, il amène Philipsen, il se le met dans la poche, c'est le seul. C'est tout pour Van Der Poel. Ouais. C'est tout pour Van Der Poel. Quand vous voyez Remco Evenepoel, quand il arrive sur son terrain, vous avez encore vu, la Philippe n'avait pas le choix, mais c'était tout pour lui. On lui a mis la meilleure équipe possible. Wout van Aert, quoi? Ouais. Franchement, moi je m'étonne. Pourquoi Tratnik, qui avait été excellent le premier week-end, il n'est pas là? Il a Oui, tout disparu à des fait. radars depuis Milan-San Remo. Pourquoi quand on voit tout ce que Van Aert a donné, bien sûr à Vingegaard sur le dernier tour, personne ne l'a oublié, mais rappelons-nous quelques mois avant, à Roglic sur Paris-Nice, une fois Roglic est venu, il était censé aider Wout van Aert. C'est la dernière fois que Roglic, vous entendez bien, participait à une course d'un jour, c'était Milan-San Remo 2022, Ouais. il a servi à rien. Bien. Il n'a peut-être pas les gens, il n'a servi à rien. Je ne reviendrai pas sur le championnat du monde à Imola. On roule pour des nations, plus pour des marques, même si certains font l'inverse. Mais là, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Mais à un moment donné, et ça, c'est peut-être le fond de l'histoire, moi, je reste intimement convaincu que tel qu'ils existent aujourd'hui, le parcours de Liège-Bastogne-Liège convient mieux à Van Aert que le Ouais. parcours du Tour des Flandres. Je ne parle pas de Mhm. Paris-Roubaix, qui est quelque chose qui lui va bien. Donc, je m'étonne. On ne peut pas demander à Roglic et à Vingegaard de venir lui renvoyer l'ascenseur sur Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres. Je peux comprendre, les pavés, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas le même tempérament pour Pogacar. Mais sapristi, s'il a Vingegaard et Roglic à son service sur Liège-Bastogne-Liège, où il a quand même prouvé derrière Remco Evenepoel qu'il était le plus fort en revenant du Covid l'année dernière, c'est peut-être autre chose. Donc moi, je m'étonne. Moi, Ouais. je pense franchement que chez Jumbo, c'est bien les classiques, mais c'est le tour. C'est le tour et point bas. Quand on voit la façon dont, pour la deuxième année consécutive, ils zappent des courses magnifiques comme la Flèche Brabançonne, comme le Grand Prix de l'Escaut, ils n'envoient même pas de coureurs.
Pour moi, le message est Ouais. clair, il s'en fout. Alors peut-être que Van Aert est plus à l'aise dans une équipe comme ça. Parce que ce qui compte, c'est quand même son bien-être à lui. Vu de l'extérieur, on se dirait, mettez Van Aert chez Ineos, chez Lotto, ou je ne sais pas moi, avec tout le monde autour de lui, il va être plus performant. Ça n'est pas sûr non plus. Ça n'est pas sûr non plus, parce qu'il faut voir comment lui, on lui laisse faire. Van Aert est quelqu'un pour qui être proche des siens, c'est important, lui permet d'aller faire des stages, notamment avec sa famille. Pour lui, c'est sans doute important aussi pour son équilibre, lui permettrait-on de faire cela aussi de l'autre côté. Van Aert, c'est le physique, c'est le mental, mais c'est beaucoup l'émotionnel aussi, beaucoup. Mhm. Et je pense que ça, ils doivent gérer ça. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, au-delà de Van Aert, c'est de constater, heureusement, qu'il a fait 10 cyclocross. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne le verra plus en compétition avant le mois Ouais. de juin? Vous en êtes conscient, au mois de juin, autour de Suisse, et il est à 12 jours de course sur route. Un garçon comme Arnaud Delis est au double. Ça, ça franchement, je m'inquiète. Remco Evenepoel en est à 22, je crois, et il va commencer la semaine prochaine le Tour d'Italie. Donc vous allez lui ajouter 21 jours. Il sera à 43, alors que Van Aert n'aura pas encore disputé son 13e jour de course. C'est quand même hallucinant, non? Et vous, Rodrigo, qui est la voix du Tour, moi, je me pose beaucoup de questions sur l'héritage de Van Aert. Est-ce que, selon vous, son Tour de France 2022 et également 2021 ont un aussi gros héritage que s'il avait gagné un monument flandrien pour Wout Ah, van ça, Aert? c'est une excellente question. Ça dépend. Je pense que pour le grand public, oui, parce qu'il y a un public qui regarde surtout le Tour de France. Pour ce public-là, oui, certainement. Et il a marqué les esprits. Mais d'un autre côté, pour le passionné de cyclisme qui regarde, y compris la Nokere course et le critérium de Westrose-Beek, s'il existe toujours, mais forcément que non, c'est pas assez pour lui. Je comprends. Le problème de Van Aert, c'est que ces dernières années, c'est difficile d'étoffer un palmarès si on zappe beaucoup de courses. Ouais, Et quand c'est on se vrai. fixe sur un printemps 2 objectifs et que ça ne marche pas parce que, un, on était un peu trop court et l'autre, on a eu de la malchance. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022 aussi. D'abord, on a eu la malchance et puis on était un peu trop court, peut-être parce qu'on a eu la malchance. Enfin, voilà, Mhm. un de mes confrères néerlandais aurait dit: een goede renner, het is een renner die rent. Ouais, Il competit ici, en compétition. ouais. Bah, en plus, derrière Wout van Aert aujourd'hui, il y a d'autres coureurs qui, font plus que poindre le bout du nez à la fenêtre. On a, cité, rapidement Jasper Philipsen, Mhm. Arnaud Delis. C'est des coureurs, Damien, ça va très vite avec ces coureurs-là. Oui, ça va très vite. Ça va très vite sur la route. Ça va très vite dans leur progression pour certains, qui arrivent comme des fusées. Et alors, ça va très vite. En fait, on se rend compte que dans le cyclisme, tout va très vite. Rodrigo, vous évoquez dans votre livre quelques noms de sprinteurs. Moi, j'aimerais qu'on parte de ces noms-là, auxquels je vais me permettre de rajouter Tim Merlier, même s'il n'est pas dans les Ah bah, bien conditions sûr. du bouquin, mais on ne peut pas parler sprint belge sans parler de Tim Merlier. Et moi, j'aimerais bien aborder deux aspects. Le premier, c'est l'aspect vraiment sprint pur et dur, c'est-à-dire des arrivées sprint massifs. Vous évoquez dans le cas qu'on a eu on a connu des années difficiles, hein, des petites années de Mhm. disette. Moi, à titre personnel, par exemple, en tant que suiveur, si on me demande sprinter belge de très haut niveau, ma jeunesse, elle me renvoie vers Tom Stales, Mhm. qui n'était pas le meilleur du monde, qui était un très très bon sprinter, mais qui n'était pas le meilleur du monde. Et puis, c'est à peu près tout. Si on parle en sprinter pur, hein, bien sûr, Bonen a remporté des sprints massifs, mais moi, je le vois plus comme un coureur de Mhm. classique. Donc voilà, et vous évoquez dans le bouquin, c'est assez amusant, ce championnat national en 2019 qui est fait pour des sprinteurs, alors qu'on n'a pas un homme rapide de niveau mondial à ce moment-là, quoique Mhm. le vainqueur était Merlier, mais ce n'était pas le Tim Merlier d'aujourd'hui, en tout cas on ne le connaissait pas comme tel. Et donc moi j'aurais deux questions au niveau du sprint pur. Est-ce que vous considérez qu'à l'heure actuelle, là, au moment où on se parle, la Belgique est la meilleure nation mondiale dans le domaine du sprint? Euh, je pense qu'elle va le devenir. Maintenant, j'aurais mis peut-être une petite réserve. Si Jacobsen retrouve son niveau de l'année dernière, avec Jacobsen et Olaf Kooi, c'est quand même très solide du côté des Pays-Bas. Ouais. Très, très, très solide. Kooi, ça c'est vraiment une pépite qui d'ailleurs, pour moi, doit clairement partir de chez Jumbo. Hein. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, Van Aert, lui, pouvait se débrouiller tout seul dans l'esprit, mais Kooi, pas. Bref.
Vous avez raison quand vous dites que vous vous souvenez de la période du dernier grand sprinter qui était Tom Stay. Vous avez raison en disant que c'était pas le meilleur. Il y avait des gars comme Cipollini, hein, comme Zabel, qui était quand même assez fabuleux. On en avait un deuxième, c'était Wilfried Nelissen, qui allait très très vite. On avait vraiment 2 sprinters de très très haut niveau, mais en effet, à partir du moment où leur carrière s'est terminée, il y a 20 ans, on a eu un creux. On a eu en effet Bonnen qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Il ne faut pas oublier qu'on vient des années 50, 60, 70, 80 et 90 avec des sprinters. C'est au moment où on change de siècle qu'on se dit ah ben maintenant qu'est-ce qu'on fait, et au début de sa carrière, comme vous le soulignez, Bonnen gagne des sprints massifs. Comme l'avait fait d'ailleurs Johan Museeuw au début. C'est un peu la même chose. Mais comme Museeuw, Bonnen a compris que c'était dans un autre registre, a continué à entretenir l'illusion. Après, ça a été le vide intersidéral. Et c'est vrai que ce championnat de Belgique à Gand, on se dit, mais qu'est-ce que la Ligue vélocipédique belge vient nous mettre mais une course de kermesse, on n'a pas un sprinter et on va en avoir 3 sur le podium. Bon, et alors, on va chercher le sympathique Timothy Dupont en se disant, bah oui, champion de Belgique, oui, pourquoi pas, etc. Et finalement, on voit que Merlier et Van Aert, comme par hasard, sont devant et vont être l'amorce de quelque chose. Mais comme vous l'avez bien dit, Merlier s'est découvert, Van Aert s'est découvert, 2 hommes qui viennent du cyclocross, ne l'oublions pas. Et puis subitement, on a l'arrivée d'un phénomène. C'est vraiment un phénomène. C'est Philipsen, qui, ne l'oublions pas, au début a dû se débrouiller tout seul. Chez Emirates, on en emmenait les sprints pour Christophe, pas pour lui. Son premier Tour de France, je me souviens qu'il a quitté à la moitié, il l'a disputé en devant se débrouiller tout seul. Quand vous arrivez dans l'équipe de Van der Poel, ça n'est pas facile non plus. Il a fallu l'y mettre, mais plus on lui met des coureurs. Tout le monde parle de Van der Poel, mais le fait de récupérer Rickaert, ça c'est fondamental, c'est essentiel pour lui. Et donc voilà, on a Philipsen, on a ce sprinter hors norme à côté de Merlier. Moi, je reste convaincu je pense que Merlier ira au Tour de France à la place de Jacobsen, mais maintenant, tout peut changer d'ici là. Mais si vous avez sur le Tour Philipsen et Merlier, ça va pas être facile de les battre tous les deux dans le même sprint. Il faut quand même être conscient de ça, en sachant qu'un Van Aert, s'il l'a décidé, peut toujours être la prouver, reste quand même à inclure dans une catégorie plus large, mais reste un homme qui gagne plus facilement, paradoxalement, des sprints en groupe important qu'en groupe restreint. N'oubliez pas Thibaut Nys. Je en parle dans mon livre. Oui. Ce qu'il est en train de faire sur le Tour de Romandie. Et quand il y a des courses de moyenne montagne où sur 10 sprinters, il y en a 3 qui passent, il sera dans les 3. Hein. Donc Thibaut Nys, c'est encore un cas très intéressant, qui n'a pas du tout la puissance d'un Philipsen ou d'un Merlier, mais qui est terriblement véloce en vitesse pure. On a encore un jeune gamin aussi, dont je vais suivre avec attention l'évolution, c'est Van de Paar, qui est très costaud, qui est passé pro un peu plus vite que prévu, qui a fait un très très bon début de saison, qu'on épargne un petit peu, on s'appelle Spar, c'est normal, pour les bilingues. Non mais c'est très très intéressant. Je veux dire que, vous savez, si on avait eu rien que aujourd'hui un Thibaut Nys il y a 10 ans, on se serait dit waouh. Et j'ai pas cité Arnaud Delis. Donc, est-ce que vous imaginez que l'année prochaine, sur le Tour de France, puisque je viens de lire, et je suis quand même très très méfiant par rapport à ça, je viens de lire ce matin que le patron de Destiny exigeait pratiquement la présence d'Arnaud Delis sur le Tour de France 2024, à 22 ans. Bon, voilà, tant mieux, si ça fait plaisir à Arnaud, mais je trouve quand même cette façon de procéder avec les jeunes parfois un peu trop rapide. Mais fermons la parenthèse, vous pourriez très bien avoir un Tour de France très rapidement dans les années qui viennent avec Philipsen, avec Merlier, avec Van Aert, avec Delis, avec Nys. Déjà, si on a tous ceux-là au championnat de Belgique à Ice Games, ça va être amusant. Hein. Mais ma deuxième question, c'était pas justement le championnat de Belgique, j'allais venir là-dessus. Imaginons maintenant demain un championnat du monde plat comme la main.
Oui. Alors là, pour faire une Ce ne équipe, sera pas le cas au j'aimerais avoir votre avis. Rwanda, ce ne sera pas le cas dans les Ah Alpes. non, non. Oui. Mais parce qu'en plus, il y a encore 2 noms qu'on n'a pas cités et qui sont en plus dans votre bouquet et qui sont très bons. Jordi Meus, un petit peu en difficulté Exactement. sur le début de saison, mais très rapide, très gros potentiel. Et C'est vrai. Gerben Thijssen, qui lui a pas mal confirmé Tout à ici en fait. ce début d'année. Donc, si on doit faire une équipe sur un parcours plat comme la main, moi je ne sais pas ce qu'on fait. Hein. Je ne voudrais pas être le sélectionneur. Moi je ne sais pas ce que vous pourriez privilégier, mais Non, mais vous faites quoi c'est fou. vous faites quoi à Glasgow? Vous mettez qui? Ah, Ah, ça, c'est une excellente Glasgow question. est un peu. Oui, Glasgow Vous évidemment. mettez Moi, qui? Parce je qu'il y a, pense il y a quand des même. petites rampes quand même, Il y a des qui ne petites sont pas rampes. Donc, répertoriées. Oui. ouais. Mais Moi je partirais sur vous, Van Aert. vous- oui, Van Aert allez-y. et peut-être Philipsen que je laisse quand même en réserve de la République au niveau sprinter. Mais après, il y a Non, non, aussi non, 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 Remco. moi je parle des leaders. Vous pouvez pas, Ah ben oui. vous pouvez pas laisser le champion du monde en titre. Bah, non, Donc, Remco, bien sûr. donc on part avec 3 leaders. Ah, c'est Ben, c'est compliqué, mais... compliqué. C'est compliqué. Après, Et, c'est et, compliqué. et imaginez qu'à ce moment-là, que Arnaud Delis nous sort Ah oui, d'un Tour de Wallonie absolument exceptionnel, qu'est-ce qu'on fait? oui, bien sûr. Et être sélectionneur, ça va être compliqué, hein? Notre sélection, elle va changer chaque jour en fonction des performances de chaque coureur. En fait, ils sont tellement proches les uns des autres sur un parcours pareil que je dis, à part Remco et Wout, je pense que les autres places, elles seront Non, très mais disputées. parce que c'est ça qui est très intéressant. C'est que sur des parcours vraiment montagneux, il ne faut pas discuter, c'est Remco Evenepoel, mais sur des parcours, pas un parcours plat, allez, comme Zolder ou comme Doha, là, on peut s'amuser. Mais sur un parcours quand même accidenté, des Philipsen et des Delis, c'est ça leur force, hein, c'est que ce sont beaucoup plus que des sprinters. Alors, et Nice sera dans le même profil, je suppose. Donc, on a des profils. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que nos coureurs les plus véloces, à part peut-être Jordi Meus et Gerben Thijssen, qui eux sont des purs sprinters, les autres qui vont très vite, Merlier aussi, mais forcément Van Aert, Philipsen, Nys, Delis, ce sont tous des gars qui vont faire plus que sprinter. Et ça, c'est passionnant. C'est amusant parce que vous devancez. Alors, j'avais dit j'avais 2 aspects. Ben, c'était le deuxième aspect, justement. C'est la polyvalence de nos sprinteurs. Et j'insistais surtout. Alors, Van Aert, qui est un ovni, je le mettais même. J'ai du mal à dire Van Aert sprinter alors qu'il gagne des sprints massifs. Mais donc, je voulais surtout parler de Philipsen et de Delis, effectivement, qui ont une polyvalence assez énorme. Et moi, je me demande si derrière Van Aert, on ne tient pas là nos 2 meilleurs classic men Flandriens. En fait, alors, il y a d'autres garçons talentueux comme Florian Vermeersch, que je ne veux pas oublier. Mais ces 2 sprinters-là. Et moi, je voulais juste vous entendre aussi sur le fait que c'est marrant parce que je les trouve assez différents et pourtant compétitifs sur des profils tout à fait semblables. Moi, Philipsen, je le décrirais comme un sprinter qui est bien plus que ça. Alors qu'Arnaud Delis, je le décrirais comme un classic man qui peut gagner un sprint massif. C'est une nuance faible, hein, mais Moi, je importante en même partage tout temps. à fait votre point de vue. Je suis Ah ben voilà. très, pour moi, voilà, je n'ajoute rien, je n'aurais pas dit mieux. Je pense que c'est vraiment, non, mais c'est vraiment ça. C'est super, super intéressant. Maintenant, Philipsen a un petit peu d'avance sur Delis, hein. Ça, Oui. c'est clair. En âge, il y a quand même 4 ans d'écart, ce qui n'est pas à sous-estimer. Mais pour le reste, je partage tout à fait cette analyse. Et ce qui est très amusant aussi à constater, c'est que si vous regardez le bilan des monuments belges depuis l'été, le printemps-été 2020, où Van Aert avait remporté Milan-San Remo, on a eu quelques mois plus tard Stuyven qui a remporté à nouveau la Primavera. Et en fait, les 2 dernières victoires, c'est chaque fois Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. Donc la Belgique a gagné un monument lors des 4 derniers printemps, à le dire comme ça. 2 fois Milan-San Remo, 2 fois Liège-Bastogne-Liège, qui étaient paradoxalement les monuments du printemps qui se refusaient à nous depuis le plus longtemps, alors que les victoires se succédaient dans le Tour des Flandres et dans Paris-Roubaix. Et quand on regarde les palmarès du Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le dernier vainqueur belge des 2 courses flandriennes, c'est un coureur wallon, Philippe Gilbert. Et on peut même pousser la comparaison un peu plus loin. S'il n'y avait pas Philipsen, qui à mon avis ne gagnera jamais le Tour des Flandres, sauf avec
dans des circonstances de course, vent de face, course qui se neutralise, etc. Mais je pense qu'à la régulière, face à des gars comme Van Aert, comme Van der Poel, comme Pogacar, si Pogacar a ouvert quand même une porte à des coureurs comme Remco Evenepoel, si ces types de coureurs commencent à venir, voilà, je vois plus Philipsen gagner Paris-Roubaix, Grand-Evelgem, etc. Mais donc, si on enlève Philipsen, en revanche, je vois Dely peut-être gagner le Tour des Flandres. Peut-être. Et ce que je veux dire, c'est que sur les courses dites flandriennes, mais il faudra peut-être les rebaptiser, puisque je le répète, il y a de plus en plus d'Ardennes qui viennent dans le Tour des Flandres. Le paradoxe, c'est de se dire, chez ces jeunes, la plus belle chance de victoire sur les Flandriennes, c'est un Wallon. On a quand même eu un gouffre pendant des années sur Liège-Bastogne-Liège. Il y a eu Gilbert, il y a eu quoi? Il y a eu Frank Van den Broek, puis on a attendu plus de 10 ans, 12 ans pour avoir Gilbert, et puis on a attendu de nouveau 11 ans pour avoir Remco Evenepoel. Donc, on n'avait plus ce type de profil de coureur. Et maintenant, la plupart des jeunes coureurs flamands, ou brabançons flamands, sont des coureurs qui s'expriment dans les courses wallonnes. C'est assez amusant. On peut ajouter des. J'ai cité un gars comme Van Sevenant, un Van Wilder, sont des coureurs qui peuvent certainement. Moi, je dis toujours, mais je ne veux peut-être pas anticiper les questions que vous pourriez me poser là-dessus. Vous mettez Van Wilder dans une autre équipe, je veux voir quantième il termine de Liège-Bastogne-Liège et même du prochain Giro. Hein. Oh, oui, Justement, Rodrigo, c'est beau parce que vous anticipez bien nos questions. Alors, on a beaucoup parlé de nos coureurs de classique flandrienne, entre guillemets, et de nos sprinteurs et aussi de tous ceux qui sont un petit peu des deux. Mais ce ne sont pas les seuls qui grimpent vers le sommet, si je puis dire. Vous dites dans votre livre que pendant des années, vous saviez qu'une fois arrivées les étapes de montagne, vous n'auriez pas à prononcer le nom d'un Belge. C'est un peu excessif. Hein, c'est un peu excessif. Hein, oui. Non. Mais à quelques exceptions près, on peut aussi étendre cela au classique vallonné et donc aussi au classique wallonne. C'est ça qui est magnifique avec notre nouvelle génération, hein, c'est qu'elle brille absolument partout. C'est vrai que moi, pendant toute mon enfance et adolescence, j'ai vu très peu de coureurs belges briller dès que la route s'élevait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses changent et que ça continue à évoluer. Et toi, Romain, qui est un pur Ardennais, hein, contrairement à Rodrigo et moi qui roulons plus sur la flèche brabançonne, Romain, je sais qu'il y a plusieurs coureurs. Ah, mais je vous écoute à chaque occasion, hein, Rodrigo. Romain, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs dont Rodrigo parle dans son livre qui t'ont marqué cette année. Et oui, c'est vrai que, moi, je suis né à 5 kilomètres du pied du mur de Huy. J'y ai passé toute mon enfance et aujourd'hui, j'habite à 5 kilomètres du pied de la Redoute. Donc, on peut pas faire plus ardennais effectivement que moi. Et c'est vrai, on l'a abordé, mais je me souviens que, depuis que je suis le cyclisme, c'est-à-dire depuis la toute fin des années 80, tout début des années 90, dès que la route s'élevait, la Belgique chutait dans, la hiérarchie finalement du peloton mondial. Avec évidemment les exceptions notables telles que Philippe Gilbert en 2011 et son fabuleux quadruplé sur Flèche Brabançonne, Amstel, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il y a d'autres gars, hein, des Mario Hart, des Rick Verbrugge qui de temps en temps venaient faire un coup d'éclat sur une Flèche Wallonne. On a connu effectivement les Van den Broek, même s'ils n'ont rien à voir au niveau familial. Il y a eu le regretté Franck et puis Jürgen qui nous a offert quelques éditions du Tour de France où on pouvait espérer voir un Belge effectivement dans le top 10 en haute montagne. Mais ça restait malgré tout le fait d'exceptions. C'était les exceptions qui confirmaient justement la règle de cette absence de Belges quand la route grimpait. Aujourd'hui, et il y a un chapitre dans votre livre, Rodrigo, qui traite du Tour de l'avenir notamment, qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus des exceptions, qu'on a effectivement une génération entière. On a cité les Van Wilder, on a cité Van Gils, on pourrait même ajouter des Louis Vervaect, un Lennart Van Eetvelt, bon, pour voir évidemment ce que va donner l'affaire dans laquelle il est aujourd'hui plongé, mais enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement qu'aujourd'hui on a cette génération qui arrive sur les routes qui grimpent et non plus des exceptions? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que, et je pense que ça serait trop simple s'il y avait une explication. Je pense qu'il y a aussi des faits, le hasard qui fait qu'il y a une génération qui arrive. Maintenant, moi, je vois quand même un truc. Alors, je ne sais pas, vous pourriez répondre peut-être mieux que moi à cette question. Mais je crois qu'il s'est passé un truc dans le vélo.
le vélo était devenu quand même un sport regardé par un public que je vais qualifier gentiment d'assez mature. Je trouve que ça manquait de peps, de jeunes. Alors, d'abord, l'image du vélo a quand même été catastrophique, ne l'oublions pas, associée à la triche, au dopage, à l'EPO, peut-être pas plus que dans un autre sport, que dans d'autres sports, mais beaucoup plus médiatisé, au point qu'à un moment donné, tu fais du cyclisme, tu es dopé. C'était une très mauvaise image. Alors, est-ce que les jeunes avaient envie de faire du vélo dans ces conditions-là, se faire insulter au bord des routes, se faire traiter de drogués? Est-ce que les parents avaient envie que leurs enfants se fassent insulter? Ouais, c'est un peu comme quand vous allez au bord d'un terrain de football, votre gamin joue, il a 12 ans, si c'est pour se faire insulter, à un moment donné, c'est ce qui arrivait souvent aux arbitres de foot. Ah oui, combien ont dû arrêter parce que c'était psychologiquement, émotionnellement très très dur. Donc moi je me dis qu'à un moment donné, ben voilà, il y a dû avoir une forme de rupture. Et puis, non pas que tous les problèmes soient solutionnés, que tout soit devenu dans un monde clean et que tout est changé. Moi j'ai l'impression, mais c'est vous les jeunes qui devez me dire on ressent ça ou pas. Moi j'ai eu l'impression que l'arrivée de certains gars, et je pense à un Peter Sagan, a provoqué quelque chose, a fait que ce sport est devenu un peu plus rock'n'roll, un peu plus touchy, un peu plus... Ah ouais, le gars il fait un wheeling, ah ouais, il vient avec des attitudes un peu inattendues. On sortait d'une époque avec des champions, certes, mais un peu fades. Chez les Belges, des Museeuw, des Van Petegem, c'était des coureurs sans doute consciencieux, mais qui n'étaient pas très rock'n'roll, qui donnaient peut-être pas. Ici, Sagan a un peu changé tout ça, et puis d'autres. Alors, je pourrais dire Remco Evenepoel, mais ce n'est pas Remco Evenepoel qui a donné l'envie à Arnaud Delis de faire du vélo, mais sans doute Philippe Gilbert. Qui était un gars très attachant. Et peut-être que s'il n'était pas un peu foufou comme Sagan, dans sa manière de rouler, pas oublier qu'on a eu toute une période où on avait des gars qui étaient, la stratégie c'était d'attendre, à part Frank Vandenbroek qui lui était un peu, et se serait bien retrouvé dans la génération actuelle, et peut-être malheureusement, enfin on ne refera pas l'histoire, mais qu'il aurait succombé à moins de tentations, je n'en sais rien, on ne peut pas refaire l'histoire, mais d'une manière générale, on avait des suiveurs. Ici, on a des gars qui acceptent de prendre le risque de perdre, mais d'y aller. Et donc, il y a la manière de rouler. Je pense que ça a dû, quelque part, dire aux jeunes, finalement, le vélo, ça peut quand même être fun. Ouais, Vous pratiquez le cyclisme aussi. Bon, à mon âge, c'est quand même moins fatigant, et j'ai tout du respect, j'ai plein de copains qui le font, mais d'aller faire du golf, ou même, je peux aller jouer au paddle, mais prendre mon vélo quand il fait froid, moi encore je le fais pour mon plaisir, mais quand vous devez le faire pour le métier, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer 15 jours à Calpé ou à côté du volcan Teide à Tenerife. Donc c'est un métier qui est dur, qui est dangereux, parce qu'aujourd'hui les routes ne sont plus faites. Elles sont faites pour les cyclos, mais pas pour les usagers de la route, puisque le cycliste devient un usager de la route. Je vais évidemment ouvrir une porte qui est béante devant moi, mais on voit quand même quelle honte l'état de nos routes quand on voit qu'on est privé du duel Evenepoel-Pogacar à cause des nids de poules qu'on a sur nos routes wallonnes. Franchement, quelle image. Enfin bref. Mais tout ça, à mon avis, a contribué à donner l'envie de faire du vélo, des talents aussi qui viennent du cyclocross, qui se disaient ça ne marche pas depuis Roger de Vlaming. Plus personne n'avait brillé sur la route. Des Neis, des Wellens n'ont pas essayé, ou quand ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et regardez le nombre qui arrive. On a parlé de Merlier, de Van Aert, on parle de Neis, tous ces gars qui arrivent et qui se disent oui, on va le faire. Quinton Hermans qui aurait dit qu'il aurait fait deuxième de Liège-Bastogne. Plein d'exemples comme ça. Et je pense que ça va continuer, parce que forcément, ce qui se passe avec Remco Evenepoel va encore donner l'envie. Après, ça va continuer l'envie. Ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement le talent. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu tout ça et le hasard qui font qu'aujourd'hui on a des gars qui... et c'est un peu comme le public. Moi je le dis dans le livre, j'ai eu la chair de poule sur le Tour, je suis le Tour depuis 1990,
Et j'ai jamais vu l'année dernière, certes, on sortait aussi d'une période sans public, hein, faut pas l'oublier, mais j'ai jamais vu autant de jeunes au bord de la route. Ouais. Des jeunes belges, des jeunes de tous les pays. J'ai là devant moi 3 jeunes passionnés qui font un podcast. J'ai l'impression que le cyclisme branche de nouveau les jeunes, et c'est ça finalement le symbole de ce livre, c'est que j'aime bien donner la parole, mettre en évidence cette jeunesse, et je trouve que ça s'applique à plus que le vélo. Et c'est pas de la flagornerie, mais on a une belle jeunesse à tous les niveaux, et on doit la mettre en évidence. Et moi, quand je suis allé à la foire du livre et quand je vois le nombre de jeunes qui sont venus pour faire dédicacer le livre, c'est pas que les autres ne me plaisaient pas, loin de là. Chaque personne, je lui en suis reconnaissant, mais c'est terriblement motivant. Voilà, la jeunesse se repassionne pour le cyclisme et moi, faire passer des messages à cette jeunesse-là, ça m'enthousiasme. Ouais. C'est vrai que moi, je le remarque autour de moi aussi, et vous parliez de Peter Sagan et Philippe Gilbert, ils ont peut-être un peu ouvert la voie à cette nouvelle génération de gars qui s'essayent à la polyvalence, alors qu'on venait quand même d'une ère d'hyper-spécialisation avec les Indurain et Armstrong, c'était un cyclisme beaucoup plus ennuyant. Et justement, on a Bah oui, parlé de Remco. Gilbert c'était en attaquant. Hein. Ouais. Gilbert, enfin, sur le Cauberg, c'était extraordinaire. Et n'oublions pas quand même ses 2 dernières grandes victoires, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est en partant de loin. Quand on dit que la jeunesse actuelle casse les codes avec les Van der Poel, Pogacar, Pidcock ou Evenepoel qui attaquent de très très loin, ou même ou Van Aert sur Gand-Wevelgem, Gilbert, il faisait ça dans la dernière partie de sa carrière. Au début, quand il avait cette explosivité, il pouvait attendre la dernière ascension du Cauberg. Évidemment, Gilbert est quand même arrivé à Anse avec les frères Schleck, qu'il a battu au sprint, mais pas tout seul comme Evenepoel, c'était un autre registre, mais dans la manière, comme on dit toujours, ce qui est parfois plus important que de gagner, c'est voir comment on gagne. Et attention, hein, les Van Petegem et compagnie ne pouvaient pas gagner autrement. Donc il faut connaître ses qualités. Mais quand on sait qu'Evenepoel, si Evenepoel roule à la Van Petegem, il ne va pas gagner. Mais justement, Evenepoel, oui, Alexis, tu allais dire, c'est quelqu'un qui, enfin, qu'est-ce qui ne peut pas gagner quelque C'est part? ça. Oui, vous le rappelez, Rodrigo, dans votre livre, il n'aime pas les pavés, Rodrigo, mais il y a quelques mois, on disait que Remco n'aimait pas les hauts pourcentages, qu'il ne savait pas descendre, qu'il n'avait pas d'explosivité, qu'il ne savait pas gérer le stress et la chaleur. Tous les défauts qu'on lui assigne, il les balaye avec une facilité déconcertante. Donc moi, je me demande, les questions qu'on se pose sur Pogacar et sa capacité éventuelle à gagner les 5 monuments, est-ce qu'on ne pourrait pas se la poser sur Remco Evenepoel également? Je pense que c'est plus dans sa tête que dans ses jambes. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir eu un long entretien avec lui au mois de décembre, un peu avant Noël 2019, donc quelques mois avant sa terrible chute. On faisait le bilan de sa première année, et donc on attendait beaucoup de sa deuxième année, et il m'avait dit « Je déteste les pavés. Les pavés, je ne supporte pas les pavés. » Mais bon, il avait déjà gagné quand même Kuurne-Bruxelles, Kuurne chez les juniors. Sa première grande victoire, il ne faut pas l'oublier, c'est sur les pavés dans l'étape reine du Tour de Belgique à Zottegem, avec, je crois, 6 ou 8 secteurs pavés. Donc, on l'a vu sur la Flèche Brabançonne, un peu en difficulté quand même sur Strade, si je me souviens bien. C'est ça. Mais bien sûr, avec la puissance qu'il a. Alors, moi, je crois qu'il peut tout gagner, mais avec peut-être un petit bémol pour Paris-Roubaix. Je pense que ça sera plus dans sa tête qu'autre chose. Mais bon, vous savez, parmi les jeunes, c'est le gars qui ne change pas ses plans. On a vu certains ont besoin pour exister de changer, ce qu'a fait quand même Pogacar cette année. Au fur et à mesure qu'on avançait, il changeait tout le temps. Mais c'est sans doute parce qu'il a besoin de se fixer d'autres défis, tandis qu'on a l'impression que Remco, tout est, comme disent ses équipiers, tout est écrit sur son petit ordinateur de bord, et il n'en sortira pas. Il s'est fixé le Tour d'Espagne il y a quelques mois. Il a réussi. Il se fixe maintenant le Tour d'Italie. On va voir s'il réussit quand même à gagner 2 tours, qui pour moi sont les 2 seuls tours auxquels il a participé, parce que je ne voudrais pas revenir sur le Tour d'Italie, mais la façon dont on l'a aligné là-bas est la plus grosse erreur qui ait été commise sur sa carrière. Et je le dis aussi dans le livre, j'explique quand même qu'il y a eu des
des obligations financières à sa participation, en tout cas un return qui fait que difficilement, clairement l'équipe Quick-Step n'aurait pas eu les mêmes gains en participant au Giro avec ou sans Remco, mais il n'était pas prêt du tout, donc là pour le moment, mais c'est quand même fou, hein. Il fait 4 monuments, il y en a un où il a failli mourir, l'autre où il s'est reconstruit, c'est son deuxième Tour de Lombardie, et il en a terminé 3, un dans la reconstruction, et les 2 autres, il les a gagnés. Il a disputé un tour complet, il l'a gagné, et maintenant il va disputer son deuxième tour. Imaginez qu'il gagne un deuxième tour en moins d'1 an. Alors on sait qu'il veut absolument le Tour de France en 2024. Imaginez que dans 15 mois, il a fait la place de 3. Je ne suis pas sûr que Remco Evenepoel sera, entendons-nous bien, il a gagné 2 fois Liège-Bastogne-Liège, je pense qu'il voudra toujours gagner. Mais peut-être qu'alors, à ce moment-là, il mettra d'autres priorités, qu'il va vouloir essayer de faire un peu ce que fait Pogacar maintenant, et de se dire, voilà, au fond, qu'est-ce qui manque à mon palmarès? Je suis quand même un néerlandophone, le Tour des Flandres. Paris-Roubaix reste très, très prestigieux. Si Remco a envie, il sera le favori du Tour de Lombardie, je pense, avec Pogacar. Il faudra voir quel sera l'état de fraîcheur mentale des deux. C'est toujours le même problème, la fin de la saison. Mais je pense que dans son envie de reconstruction, d'un point de vue dans la dramaturgie, Remco veut gagner le Tour de Lombardie un jour. Hein. Oui. On a l'impression que il veut tout, cette génération veut tout gagner, on a l'impression. Hein. Oui. Mais bon, mais c'est formidable parce que regardez Mathieu Van Der Poel, il a fait 3 monuments, 2 victoires, 1 fois deuxième. C'est complètement fou. Hein. C'est le seul gars qui a lâché Pogacar. Moi, je posais la question pour vous. Alors, je sais que je suis très embêtant parce que c'est une déformation professionnelle et c'est vous qui m'interrogez. Pour vous 3, quel est le coureur du printemps? Pour moi, c'est Pogacar. Je ne sais pas si je dois argumenter, mais les chiffres parlent pour eux-mêmes. Oui, c'est le seul qui a gagné 3 courses. Ouais. Oui, et puis c'est quand même quelqu'un qui vient sur un terrain qui n'est pas le sien à la base. Et c'est vraiment ça, c'est le truc qui m'impressionne le plus. Au final, il gagne sur son terrain, il reste sur son terrain, il gagne. Et en même temps, en parallèle, il vient sur le terrain des autres et il vient gagner. Donc, c'est pour ça que je le cite. Et sans sa chute, évidemment, à Bertogne, on ne sait pas ce qui serait arrivé sur la doyenne cette année-ci. Il y aurait eu ce duel, il aurait très certainement fait au minimum top 2, ça aurait encore ajouté davantage de poids sur son crédit, j'ai envie de dire, pour ce printemps. Donc Pogacar, oui, époustouflant. 2 fois, et puis on va dire Pogacar, mais si vraiment on prend l'angle des monuments, moi j'aime bien un petit peu minimiser, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, j'aime bien minimiser l'importance des monuments. Dans ce cas-là, on va parler Pogacar, mais Van Der Poel, si les monuments sont les plus importants, Van Der Poel, mais sinon Pogacar. Simplement vous dire, c'est ça que je trouve dingue. Ça veut donc dire, imaginez quand même ce qu'est Pogacar, ça veut donc dire que le mec qui a fait le doublé Milan-San Remo, Tour des Flandres, ce qui n'avait plus été fait depuis Eddy Merckx, il n'est pas l'homme du printemps. Ça veut dire que le gars qui n'a fait qu'une course et qui l'a gagné en surclassement, c'est pas l'homme du printemps. Ça veut dire que j'ai devant moi les résultats de Wout van Aert. Il a fait 5 courses consécutives d'un jour. Milan-San Remo, 3e. Harelbeek, 1er dans ce sprint royal. La seule fois, le plus beau podium, on est quand même d'accord, de ce printemps. Oui, tout à fait. Gant-Wevelgem, 2e, on ne va pas revenir sur les circonstances de cette 2e place. Elle a suffisamment été, à tort ou à raison, critiquée. Tour des Flandres, 4e, avec son plus mauvais jour du printemps, sans doute. Paris-Roubaix, 3e, et c'est la même remarque que pour Bertogne avec Pogacar. Il y a cette crevaison à la sortie du carrefour de l'Arbre, sans laquelle, dans le pire des cas, il est 2e battu sur le vélodrome par Van Der Poel. Donc, c'est quand même incroyable. Je veux dire que dans un printemps normal, individuellement, peut-être pas Van Aert parce qu'il lui a manqué la grande victoire, mais les 3 autres l'auraient été de manière impressionnante. Donc, c'est ça qui est riche et qui est aussi très inquiétant avec le gouffre qu'il y a avec tous les autres. Alors, je mets peut-être une réserve pour Pidcock.
parce qu'il m'a fort impressionné sur l'Estradé et sans sa commotion sur Tirreno et le protocole qu'on connaît désormais de 17 jours sans compétition, il aurait sans doute été plus performant sur Milan-San Remo et sur le Tour des Flandres. Alors, on peut laisser un point d'interrogation, mais regardez quand ces coureurs hors normes sont seuls, que les autres ne sont pas là. Prenez Pidcock au Stradé, vous prenez Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège, vous prenez Pogacar sur l'Amstel Gold Race, et vous pouvez même étendre, parce qu'il a toléré Laporte dans sa roue, Van Aert sur Gant-Wevelgem, mais les autres ramassent une correction. Hein. Quand ils sont seuls et que les autres ne sont pas là, c'est une archi-domination. Donc moi, j'ai un espoir pour 2024, c'est de voir le plus souvent possible, non pas les 3 comme on les a vus sur Milan-San Remo ou sur Harelbeke à leur meilleur niveau, mais les 4, voire les 5 avec Pidcock. Vous imaginez le spectacle qu'on aurait à ce moment-là. Et sur tous les terrains, peut-être pas sur Paris-Roubaix, mais sur le Tour des Flandres, je veux voir Remco Evenepoel. Ouais. Et sur Liège-Bastogne-Liège, je veux voir Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Ouais. La meilleure illustration de ce que vous venez de dire, c'est le Tour des Flandres, où on a un groupe royal qui part en échappée. C'est tous les meilleurs du reste du monde qui partent et à qui on laisse des minutes d'avance et qui n'arrivent quand même pas finalement à résister au retour des 3 fantastiques, parce que même Wout, il fait 4e, mais c'est le 3e homme de la course. Enfin, ce que Pedersen fait, c'est exceptionnel, mais je veux dire, Wout était le 3e plus fort. Donc il y a une différence de niveau, c'est vrai, c'est incroyable. Et le Tour des Flandres l'a illustré à merveille, je trouve. Mais mettez-vous, Damien, dans la peau de gars, comme justement vous les avez cités, hein, Pedersen, un Kung, un Healy. Prenez tous ces gars. Allez, ils ont fait un super printemps, quoi. Ils ont fait leur meilleur printemps de leur carrière. Et pourtant, voilà, Degenkolb, moi, je ne l'ai plus vu comme ça depuis, il faut remonter à 7-8 ans pour le voir aussi performant. Donc, c'est dingue de se dire que les rivaux de ces coureurs qui sont au-dessus des autres, le niveau de leurs concurrents n'a peut-être jamais été aussi bon, quelque part. Mais c'est juste trop peu. Ghana, il n'a jamais fait un printemps comme ça. Il est là pour la gagne dans Milan-San Remo, il est là pour la gagne dans Paris-Roubaix. Ces 2 objectifs, c'est son meilleur printemps de loin. Il y a 2 courses. Et c'est ça la difficulté pour les autres équipes, c'est que quand il y a un gars au-dessus du lot, là, on peut encore essayer d'établir des stratégies, etc., même si, comme je le disais, ça a complètement foiré sur l'Amstel Gold Race ou sur Liège-Bastogne-Liège, mais on peut encore imaginer des stratégies. Mais quand on se dit, oui, mais zut, quoi, il y en a 2, 3, 4. Bon, sur Liège-Bastogne, avant la chute de Pogacar, on se disait, bon, il y a quand même 3 places sur le podium, tandis que sur les Flandriennes, comme il y avait 3 favoris, c'était plus compliqué. On en est là, et moi je sens ça, c'est cette forme, peut-être pas encore de résignation, parce que ce sont tous des champions, mais on a là des coureurs hors normes et d'une polyvalence à laquelle on n'était plus habitué. Franchement, moi je trouve depuis les années 70. Comme vous le disiez, ils sont 4, peut-être 5 avec Pidcock. Oui. Et sur les 5, il y a 2 Belges. Il y a Wout et Remco. Et donc, dans la concurrence, il y a effectivement tous les autres. Wout, Remco & Co, c'est le titre de votre livre, on le rappelle, publié aux éditions Kennes, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Un livre qui, on le rappellera, donc fait le portrait finalement de tous ces coureurs belges qui vont offrir, et vous le dites sur la couverture du livre, les plus belles années du cyclisme belge qui sont certainement encore devant nous. En tout cas, Rodrigo Penkens, un tout grand merci d'être venu partager ce moment avec nous. Je ne sais pas quelle est la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis en train de préparer des chouettes documentaires sur le long terme. Et que maintenant, ma prochaine course en télévision, ce sera le Dauphiné. Ce sera le Critérium du Dauphiné. Sans Wout van Aert. Pardon? Sans Wout van Aert cette fois-ci. Oui, apparemment. Enfin, quoique avec eux, on ne sait jamais. Les choses peuvent encore changer d'ici là. Et voilà, dire que c'est une source de discussion inépuisable. On n'a pas parlé, par exemple, de Kian Uijtdebroek, son qui, moi, je crois. Mais je dis, vous savez, s'il n'y avait pas eu Wout et Remco, que j'appelle donc par leur prénom pour les raisons que je vous ai expliquées, imaginez déjà l'enthousiasme qu'on aurait eu il y a 10 ans si on avait Van Wilder et Uijtdebroek.
c'est rien que ça veut tout dire. Et Van Wilder est en train de le démontrer. Ce sont des coureurs qui grimpent bien. J'attends d'avoir la confirmation, peut-être dès aujourd'hui, que Kian Uijtdebroek sur un chrono peut avoir le niveau qu'il avait montré chez les juniors, mais il ne faut pas être trop gourmand. Il est très jeune, il revient de maladie, mais c'est un talent exceptionnel. Ce qu'il a vu sur le Tour de l'Avenir, moi j'en ai parlé récemment avec Bernard Hinault, qui me disait, moi j'ai plus vu un gars comme ça en montagne depuis très très longtemps. Donc. Et alors, et c'est peut-être la conclusion, c'est que la plupart de ces jeunes, ce sont des gars qui ont vraiment les pieds sur terre. Et ce qui est dingue, c'est que presque plus d'1 sur 4 fait ou a fait des études d'un haut niveau. Donc, comme si ces gars sentaient, de par les drames qui auraient pu être irréversibles, vécus par nos 2 locomotives, Evenepoel et Van Aert, qu'à un moment donné, dans ce métier, tout peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter définitivement, comme c'était le cas avec Björk Lambrecht, il ne faut pas l'oublier, qui était sans doute le plus grand grimpeur qu'on ait eu depuis, moi je pense, depuis très très longtemps. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais je crois que depuis Lucien Van Impe, c'était peut-être celui qui présentait le... Voilà, lui, il a eu moins de chance que Remco, beaucoup moins de chance, dans une chute qui devait être beaucoup plus anodine. Mais je crois que tous ces jeunes réalisent qu'ils peuvent faire de leur passion leur métier, mais qu'il faut profiter du moment présent. Il faut profiter du moment présent. Et finalement, il nous donne à tous, nous, une belle leçon de vie, parce que c'est ce qu'on doit appliquer dans notre vie. Il ne faut pas ignorer le passé, ce que nos ancêtres, nos aïeux, nos proches nous ont enseigné. Ça nous permet d'être meilleurs aujourd'hui. Il faut se réjouir du futur, comme je le disais, qui est beau, même s'il y a des moments très difficiles et que quand on regarde le journal télévisé, quelle que soit la chaîne, mais il faut attendre longtemps avant de voir une bonne nouvelle. Mais il faut se réjouir de ça, mais profitons de ce qui se passe maintenant. Moi, je trouve que c'est une leçon de vie absolument, absolument magnifique. Un grand merci en tous les cas pour ces sages paroles. Je ne sais pas si elles sont Également. sages, mais elles viennent de mon cœur. Donc, Ben voilà. voilà. En tous les cas, ben, on se retrouve très rapidement. On aura évidemment, donc rapidement, on l'a bien compris avec le Critérium du Dauphiné, l'occasion de vous réentendre et de vous revoir. Enfin, on verra à l'écho, mais on vous réentendra sur les antennes de la RTBF. On le rappelle, un Wout Remco Co pour ceux qui voudraient vous lire. Quant à nous, Alexis, Damien, on se retrouve très rapidement Oui. sur le petit plateau pour évoquer le Giro, ce Giro qui est, paraît-il, promis à Remco. On aura l'occasion évidemment d'en rediscuter parce qu'il y a de la concurrence malgré tout sur ce Remco. Merci à tous d'être venus Merci. nous en parler et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci Romain, Alexis, Damien. Au plaisir. Salut.